Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pour retrouver sens et sérénité. On est déjà sur l'épisode 11. Je suis Maude, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir à la maison. Je suis ravie d'être là. Super. Donc Céline, c'est une ancienne salariée auprès d'adultes en situation de handicap mental. Aujourd'hui, elle est sophrologue, donc entrepreneur à son compte, spécialisée dans la régulation des émotions, la gestion du stress et l'accompagnement des adolescents. Elle est également praticienne en Shinyetsang, j'ai bien prononcé ça. Soins énergétiques du ventre sous forme de massage. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Première question pour Céline aujourd'hui, si on se replonge un peu dans ton avant. Raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors, avant, j'étais fatiguée. J'avais vraiment une sensation de fatigue toujours sur mes épaules, sur moi, du matin au soir. J'avais une sensation au travail de perte de sens un petit peu. Je ne savais plus trop pourquoi je faisais ça. Je m'y retrouvais plus, malgré que j'ai adoré ce travail-là et vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, mais je m'y retrouvais plus et c'était vraiment une notion d'épuisement, de difficulté à y aller, de difficulté à se lever le matin et une sensation de pas pouvoir faire autre chose, donc voilà, de devoir y aller, quoi. Une obligation un petit peu. Ouais. Tu aimais quand même ce métier-là, mais tu sentais que c'était plus pour toi? Je sentais que ça m'épuisait. Et en fait, j'aimais le contact avec les résidents, j'aimais le contact avec mes collègues, j'adore le travail d'équipe. Mais concrètement, je préférais par exemple avoir des temps individuels avec des résidents, ça j'adorais, des petites activités, mais tout ce qui était groupe, tout ce qui était toutes les sollicitations, ça me prenait une charge mentale énorme et ça, j'arrivais plus. Ouais. T'arrivais plus. Du coup, c'est quoi qui vibrait plus finalement pour toi à ce poste-là? Tu n'y arrivais plus, mais je pense que il y avait moins de sens parce que déjà le milieu change beaucoup. On nous en demande énormément et donc on prend moins de temps avec les résidents et on est moins, je trouve, là pour. En tout cas, on ne peut pas faire autant que ce qu'on faisait avant pour leur bien-être. D'accord. Et du coup, ça collait plus et j'avais besoin de relations. Duel aussi, de m'occuper des gens en individuel, plus. En one-to-one, comme on dit beaucoup en ce moment. Ok. Ouais. Et au niveau de tes horaires de travail, ça se passait comment? Moi, il faut savoir en plus que j'ai une invalidité depuis 10 ans. Donc, j'étais arrivée à mi-temps avec un emploi du temps aménagé. Mais on ne pouvait pas aménager beaucoup mes horaires de travail dans le sens où c'est un métier où les horaires sont compliqués. Je ne pouvais pas ne pas faire de week-end, de choses comme ça. Mais j'avais quand même, à la toute fin, j'ai eu des aménagements où je faisais des journées. Je commençais jamais avant 8 heures et je finissais jamais après 18 heures. Et moi, j'étais très gênée par rapport à mes collègues. Ouais, je comprends. Mais c'était médical et je travaillais un jour sur 2. Mais je me suis épuisée avant longtemps, avec les matins, les soirs, les 12 heures le week-end. J'ai fait quelques nuits aussi. Ouais, parce que tu as fait ça pendant combien de temps? 20 ans. 20 ans. Donc, pendant 10 ans, du coup, tu étais à fond. Là, du coup, suite à tes problèmes de santé, tu as pu ralentir un peu. C'est ça. Néanmoins, ce n'était pas suffisant, a priori. Non. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a eu un jour, un détail, un moment où tu t'es dit non, là, je ne peux plus continuer comme ça? Mon gros problème, en fait, c'est que je vais jusqu'au bout tout le temps. Et quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai pas voulu l'accepter. Donc, puisqu'on m'a mis en invalidité après. Et du coup, moi, je me suis dit, j'ai baissé un peu mon temps de travail, mais je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, comme avant, etc. Et je me suis fatiguée. Et j'ai même commencé à cette époque-là une auto-entreprise de massage.
à côté D'accord. du salariat parce que j'avais cette fibre d'avoir envie d'accompagner, déjà peut-être de sortir du handicap aussi, parce que ça faisait 20 ans, plus une enfance avec un frère handicapé, donc vraiment sortir de ça, d'accompagner beaucoup des femmes, j'avais vraiment à cœur. Et le problème, c'est que j'ai cumulé les deux et que c'était beaucoup trop. Ouais. Et le salariat était extrêmement important pour moi. Dans ma tête, c'était obligatoire quand on est malade. C'était pas possible de sortir du salariat. Donc, j'ai continué. J'ai fini par arrêter le massage. Et après, on a réadapté mon temps de travail parce que ça n'allait pas. Et puis, j'ai fini par ce qui m'a fait dire c'est plus possible, c'est que je suis arrivée au travail. Je pleurais tous les soirs. J'étais hyper fatiguée. Et un jour, je suis arrivée au travail en pleurant et j'ai pas pu m'arrêter. Et mes collègues, c'est elles qui m'ont renvoyée chez moi, en fait. Et j'ai été en arrêt. Ouais. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça m'est arrivé aussi à ce moment-là. Et ça peut donner l'envie de se dire, faut que je parte, de ne pas pouvoir rester à l'endroit où on est. Et je pense que tes collègues, elles ont bien fait de dire de rentrer chez toi parce que dans ces moments-là, de toute façon. Mais dans cette. En fait, pour moi, à l'époque, c'était quand même difficile que ce soit pas moi qui ai décidé de partir. Ouais. J'ai été en arrêt 1 an, où je voulais y retourner à chaque fois. Tous les mois, et le médecin me disait que c'était pas possible. Et puis au bout d'1 an, j'y suis retournée à mi-temps pour tester. D'accord. Et en fait, ça n'allait pas. Ouais. J'y arrivais pas. J'arrivais même pas à me concentrer. Ouais. Je comprenais pas ce que les résidents me disaient. Il y avait trop de choses. Et en fait, au bout de 2 mois, moi, de mon propre chef, là, je me suis posée. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et j'ai pu l'échanger en équipe, en analyse de pratique. J'ai pu le dire aux résidents, je ne l'ai pas dit tout de suite parce que c'est des gens fragiles, donc on laisse un peu de temps. Oui. Mais ça a été très bénéfique pour moi que je prenne la décision de partir. Que ce soit moi qui le dise, et pas un arrêt. Voilà. Ouais. Bah oui, finalement, je pense que tu as bien fait d'y retourner parce que je pense que c'est là vraiment que tu t'es rendu compte. C'est ça. Ouais. Là, tu t'es rendu compte. Je me suis positionnée au plus. Ouais, tu t'es dit stop, quoi. C'est possible finalement. C'est ça. Et de ton propre chef. Voilà. Facile. Donc là, tu as arrêté cet emploi de salarié. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'arrêt de cet emploi et du coup ton ouverture d'entreprise? Alors du coup, pendant mon arrêt de travail, je m'étais inscrite à la formation de sophrologue en me disant, quand je vais reprendre, je ferai ça avec les résidents. Et en ayant en tête, un jour, j'aimerais bien, mais je savais, voilà. Dans ma tête, c'était vraiment un rêve d'avoir une entreprise puisque il me fallait du salariat. Je ne pouvais pas lâcher le salariat. Et en fait, suite à cette reprise de 2 mois où j'ai admis que je ne pouvais pas continuer, j'ai eu la chance, la responsable RH de mon entreprise, elle m'a orientée vers un système qui est auprès des établissements médico-sociaux. C'est un accompagnement pour les personnes qui sont en risque de licenciement pour inaptitude. Et c'est un accompagnement à la reconversion. Et c'est pour les personnes RQTH, enfin, travailleurs handicapés. D'accord. Donc moi, j'ai eu cet accompagnement et ça... Alors, j'ai eu beaucoup d'accompagnements, psy, etc. à côté, qui m'ont beaucoup aidée. Mais là, en fait, c'était concret. J'ai compris que ce que je vivais, c'était normal. Que quand on a un handicap, une maladie, il y a plein d'étapes. C'est comme des deuils. Et que, du coup, je ne pouvais pas toute seule réussir à... En tout cas, là, à ce moment-là, à dépasser mes peurs. Parce que mon cerveau, à chaque fois, il me rappelait, non, mais là, c'est trop dangereux. Et avec elle, j'ai déconstruit plein de choses. En fait, elle m'a dit, ton projet, il était déjà là. Il était déjà fait, mais tu n'arrivais pas à passer le truc. Et elle m'a permis de passer ça et aussi de me dire, si jamais ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, tu peux trouver d'autres opportunités, tu peux faire plein de choses. Parce que moi, je croyais que je n'étais pas capable de faire autre chose. Ouais, tu pensais parce que c'était terminé finalement pour toi. Ouais. Ça a peut-être une croix presque. J'ai déjà entendu ça dans le témoignage précédent là, de Julie sur l'épisode 4. C'était la même chose pour elle avec sa spondylarthrite ankylosante. Elle pensait que c'était terminé pour elle en fait. Et là, du coup, tu as parlé de peur justement dans cette transition. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur à ce moment-là? J'ai une grande peur comme j'avais vraiment envie, sophrologue, etc., j'ai une grande peur de manquer d'argent, de monter mon entreprise, de ne pas y arriver, tout un lien avec la famille aussi. Qu'est-ce qui va se passer si je ne gagne pas assez Voilà. Ok. Et justement, ton entourage, est-ce que tu t'es sentie prise par ton entourage au moment de cette transition? J'ai toujours été
très bien entourée. C'est presque mon entourage qui me boostait. Mais vas-y, en fait, t'es capable, génial. t'es faite pour ça, etc. C'est génial. Ouais. Ah ouais, vraiment tout le temps, tout le temps. Après, j'ai eu quelques, mais c'était pas. Enfin, de toute façon, en général, l'entourage, des fois, les remarques sont pas méchantes, mais ils se rendent pas compte de Oui, ils l'impact. se rendent pas compte. Mais là, j'ai eu quelques remarques où, toi, de toute façon, avec la santé, tu peux pas quitter le salariat. Et moi, ça me remettait dans mes peurs. Ouais. Mais autrement, non, même mon mari, il me disait, moi, j'ai confiance. Et puis, il me disait tout le temps, quand je lui disais, oui, mais si ça marche pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Et donc, c'était, finalement, je vais me lancer, quoi. Ouais. C'est top d'avoir un entourage qui nous supporte parce que dans le quotidien, il y a tellement des hauts et des bas et encore plus quand on est en entreprise. Parce que il y a toutes ces peurs qui refont surface de temps en temps qu'on doit affronter. Et d'avoir quelqu'un, un entourage proche qui te soutient, c'est hyper important. Ouais, c'est énorme. Et si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, justement, juste un mot, ça serait quoi? Donc, la période avant. La période de transition, Ouais. Je dirais que, c'est en 2 mots, mais beaucoup de lâcher prise finalement. Ce mot lâcher prise me paraît toujours. Je l'aime pas trop dans le sens où pour moi on peut pas lâcher le contrôle comme ça et se lâcher dans le vide. Mais là, comme j'étais bien entourée, j'avais la psy, j'avais cet accompagnement à la reconversion, j'avais mon entourage, j'ai pu lâcher mes peurs et avancer. Donc vraiment ce côté de un peu plus libre aussi. Un peu plus libre, la liberté. Là, par rapport à la sophrologie, ça a été quoi ton déclic justement? Pourquoi spécialement la sophrologie? Ou après, tu as eu ta spécialisation, mais en fait, j'ai voulu au début, parce que j'ai une licence de psychologie, j'ai voulu reprendre les études de psycho. Enfin, j'y ai pensé parce qu'en fait, je savais pas, mais quand on est en période comme ça perdue, on a plein d'idées. Et moi, je me disais, t'es complètement à la ramasse parce qu'un coup, tu veux faire ça, un coup, tu veux faire ça. Et en fait, on m'a dit que c'était normal. Puis finalement, tout ça se rassemblait, en fait. Ouais. Et en me renseignant, en fait, ça me paraissait trop lourd. Ça me paraissait pas adapté à ce que j'avais vraiment envie de faire parce que depuis toujours, j'accompagne des gens en très grande souffrance et je me disais, si tu repars dans la psychologie, ça va être des gens. Enfin, ça me gêne pas d'accueillir des gens en grande souffrance, mais là, ça va vraiment être lourd, trauma. Et je me suis dit, garde-toi ça peut-être pour plus tard, au pire. Mais pour l'instant, pose-toi un peu et fais des choses qui te parlent, mais qui sont plus légères. Et puis, ce côté aussi, accompagner les gens avant d'être dans un truc hyper lourd. Dans le quotidien pour arriver à se connaître, à comprendre leurs émotions, à gérer, etc., à mieux vivre en fait, à mieux se connaître. Et la sophrologie, moi, je l'ai rencontrée pour ma préparation à l'accouchement. D'accord. Ça m'avait beaucoup aidée. Et du coup, c'est vrai que comme j'avais fait beaucoup le massage, et le massage me plaît, mais il y avait un côté avec la parole que j'avais envie de développer un peu plus, et puis aussi des exercices pour les gens qui sont pas du tout prêts à être touchés en fait. Et puis ce rapport au corps, parce que la sophrologie c'est vraiment une thérapie psychocorporelle où on vient écouter ce qui se passe à l'intérieur et exprimer qui on est vraiment, quoi. Donc ça me parlait par rapport à mes valeurs. Ok, bon, super. Donc là ça y est, tu t'es dit ça y est, tu es formée dans la sophrologie, tu ouvres. Tu as ton numéro de siret. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu as ressenti juste après dans ce lancement officiel? Hyper fière. Ouais. Fière d'avoir été jusque-là, d'avoir réussi, ça y est, me lancer, de me lancer malgré des peurs, il y en a tout le temps en fait, d'être plutôt, de me sentir alignée en fait. Je me sens vraiment. On m'a souvent dit par le passé, faut que tu prennes ta place, que tu trouves ta place. Je ne comprenais pas comment on fait. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on me demande? Et là, je le sens en fait en moi. Et puis finalement, je sens que c'est trouver sa place, c'est aller vers ce qui nous fait du bien en fait. Alors forcément, il y a des moments de vie où on n'y arrive pas. Il faut être accompagné. Mais donc là, tu as fait ta spécialisation en Shined Sang. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu ce que c'est? Tu nous as expliqué la sophrologie, mais justement pour les personnes que ça intéresse. Le Shined Sang, c'est donc un soin énergétique du ventre sous forme de massage allié à la respiration. Parce que la respiration, d'ailleurs, c'est comme dans la sophrologie, c'est la base de la vie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important.
Et je le pratique depuis 2019 parce que quand j'avais mon entreprise de massage, je me suis déjà formée. D'accord. Et ce massage du ventre, c'est harmoniser l'énergie des organes internes, la traduction en fait. On vient vraiment travailler sur l'énergétique, travailler sur la libération des émotions aussi. En fait, dans la médecine chinoise, on considère qu'il y a un effet d'énergie et qu'il peut y avoir des blocages en fonction de ce qu'on vit, des émotions qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas comprises, accueillies. Et du coup, ça vient créer des tensions, des maladies, etc. Et donc là, c'est là-dessus qu'on travaille au niveau du ventre. Donc, en général, il faut plusieurs soins pour voir les effets, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est vraiment... il faut être prêt à se faire masser le ventre, mais après, ça peut se faire en douceur vraiment. Enfin, ça se fait en douceur tout le temps, mais je veux dire, il y a des gens, on les touche à peine parce qu'ils ne sont pas prêts. Et, c'est un autre travail. Plus ou moins sensible aussi à cet endroit-là. Voilà, il y a des endroits où on est plus sensible que d'autres. Mais c'est très, très intéressant, et c'est ce qui est commun à la sophrologie, c'est qu'on va aller écouter ce qui se passe à l'intérieur, en fait, vraiment. Donc, il y a vraiment des libérations, même émotionnelles, pas forcément conscientes. Il y a des gens qui vont vraiment sentir des choses, il y a des gens qui ne vont pas trop sentir, mais qui vont voir des évolutions après. D'accord. Et donc, ça se fait en général sur plusieurs séances, c'est ce que tu disais? L'idéal, c'est au moins 4 séances. Il y a des gens qui font régulièrement. Et puis, le but aussi, en tant que praticienne Shinei-Tsang, c'est de permettre aux gens d'être autonomes. Donc, on donne des petites astuces en fonction des saisons, parce que le Shinei-Tsang s'adapte aux saisons aussi, aux besoins du corps suivant les saisons. Et puis, on conseille à la personne de s'automasser, on lui apprend pour qu'elle soit autonome, en fait, au quotidien. Et voilà, que les gens n'aient plus forcément besoin de nous. Ok. Et du coup, tu pratiques où pour les personnes qui seraient intéressées de te contacter Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Oui, alors je pratique à la Maison des thérapies manuelles et alternatives à Saint-Père-en-Retz. J'y suis 1 jour par semaine pour l'instant. Et autrement, je peux aller au domicile des personnes dans le Pays de Retz. Et pour la sophrologie, je peux aussi faire des séances en visio. D'accord. Ah ouais, je ne savais même pas que ça existait en visio. Si, ça se fait. Okay. Après, il faut que les gens soient prêts, mais il y a des personnes qui, par exemple, je pense aux adolescents, phobie scolaire, des choses comme ça, ils ne sortent pas de chez eux. Ou des personnes dépressives qui ne sortent pas de chez eux, ça peut être intéressant. Ça peut être avec peut-être à la fin une séance où ils peuvent sortir, mais la visio, ça peut être bien pour ça. Ouais, peut-être pour les débuts, justement, pour une première séance, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Et donc là, ça fait officiellement combien de temps que tu as ouvert ton entreprise? Depuis début septembre, 1er septembre. Donc c'est tout frais. Parce que là, au moment de l'enregistrement, on est début décembre. Donc ça reste assez frais. Donc là, c'est quelques mois là, qui sont passés. Quand tu regardes ce chemin, même avant, sans parler des quelques mois d'ouverture, quand tu regardes là tout le chemin parcouru, qu'est-ce que tu ressens là aujourd'hui? Eh bien, comme je te disais tout à l'heure, je me sens vraiment alignée. Et ce qui je m'épate, vraiment. J'ai fait un atelier de groupe. Moi, j'aurais jamais imaginé être à l'aise. Et ça, j'en ai fait 2 déjà, mais ça s'est super bien passé. Je suis vraiment contente. Je fais des choses qui, pour moi, étaient de l'ordre du rêve. C'est ce que je pensais il y a plusieurs années. Bon, ça, c'est des rêves. Et là, en fait, ça se concrétise de plus en plus. Et même si, parce que je suis quand même une ancienne anxieuse, alors c'est encore présent sur certains domaines, mais là, au niveau professionnel, je trouve que j'ai une certaine sécurité où vraiment, j'y vais petit pas par petit pas et franchement, je m'épate pour ça. Je suis contente. Bravo, félicitations. C'est une sortie aussi de zone de confort et comme tu dis, petit pas par petit pas, en fait. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait au début, c'est pas grave et les gens en général sont hyper compréhensifs de toute façon. Clairement, à partir du moment où on est authentique, et là pour le coup, tu es complètement aligné, ce que tu disais aussi avec ce que tu fais, donc ça se ressent aussi, je pense aussi auprès des personnes qui font appel à tes services. Puis je trouve que quand je compare à par exemple le boulot salarié où je faisais des choses en me disant faut que je le fasse parce que ça me mettait dans un état vraiment pas bien du tout, alors que là, même si ça me coûte un peu des fois de démarcher, d'aller vers les gens, en fait, comme c'est ce que j'aime, je me sens à l'intérieur, c'est ok, je me sens bien, quoi. Il y a juste le petit stress d'avant et puis après c'est parti. Tu as complètement raison parce que il faut que, je dois,
En général, c'est pas bon signe. Quand on est tout le temps à se dire ça, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que cette reconversion t'a appris sur toi, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, c'est marrant parce que c'est des choses que les gens me disaient, mais que je ne voyais pas du tout. Mais je me rends davantage compte de mes compétences et de ma capacité à toujours avancer, en fait, malgré les difficultés. Et voilà, j'ai peut-être mis du temps à sortir du salariat, mais je reste persuadée qu'il faut aussi chaque chose en son temps. Des fois, il y a des gens, c'est comme ça. Mais vraiment, ça m'a appris que oui, j'étais vraiment capable d'aller de l'avant, que j'étais capable de mettre en place ce qu'il fallait. Et oui, voilà, chose qui me vient. Eh ben, parfait. Et puis moi, en tout cas, dans mon optique, là, c'est... En fait, je ne fais pas des plans, enfin, j'ai des envies, j'ai des objectifs pour moi-même, mais sur ce que je ferai dans plusieurs années, je me ferme la porte à rien du tout. Donc peut-être qu'un jour, je retournerai dans le salariat. Voilà, ce ne sera pas un échec pour moi. Ouais, ça l'était avant dans ma tête, de rester. Non, mais c'est vrai. Et la vie, de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'on sait tous aujourd'hui. C'est pas une ligne droite, c'est ça. Je le disais aussi dans une autre, où c'est ça des fois, on ne sait pas trop où on va. On s'arrête, on reprend. Voilà, on s'arrête, on reprend. Il n'y a pas de règles et la vie, elle est comme ça. Et il faut savoir, comment dire, la prendre comme elle vient aussi des fois. C'est ça. Donc, quand tu regardes tout ce chemin parcouru avec un peu de recul, est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose à l'époque? Ça peut être du temps, du soutien, savoir par quoi commencer au niveau justement de ce lancement d'activité. Du coup, en fait, je pense que ce qui m'a manqué, c'est presque l'accompagnement que j'ai eu là, à la reconversion. Eh bien, je pense que ça aurait été intéressant de pouvoir avoir un interlocuteur pour répondre à mes questions plus tôt. Parce que ça faisait longtemps que je voulais quitter le salariat ou faire un autre métier. Ça aurait pu être dans le salariat aussi d'ailleurs. Mais dans ma tête, c'était pas possible et j'avais pas d'espace pour pouvoir parler de ça. Et donc, toutes mes peurs, elles restaient. Et comme quand j'en parlais dans mon entourage, les gens connaissaient pas le fait d'être en invalidité, d'avoir une pension d'invalidité. Et il y a des choses quand on a une pension d'invalidité, si on travaille, par exemple, quand j'avais mon entreprise de massage, ça diminuait ma pension. Ouais. Et donc, quand on a beaucoup de frais, on gagne moins presque qu'avant. Enfin, il y a des choses un peu... Et du coup, j'avais toujours l'impression que les gens ne comprenaient pas ma situation. Alors, peut-être que moi, je me bornais là-dedans. Hein, mais donc, le fait d'être accompagnée là, en plus, avec quelqu'un de spécialisé pour le handicap, c'était vraiment top. Et je me dis que plus tôt, ça aurait été intéressant d'avoir ça plutôt que d'aller jusqu'au bout du bout et de me dire il faut tenir. Ok, ça marche. Et si tu avais en face de toi une femme qui se sent aujourd'hui comme tu te sentais à l'époque, avec tes doutes, tes peurs, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Déjà, j'aurais envie de lui dire que c'est ok, quoi. On a le droit d'avoir plein de doutes, plein de peurs, qu'on n'est pas obligé de toujours foncer et de faire plein de choses et de se forcer. Et par contre, je lui dirais d'essayer de se faire accompagner, quoi, d'être entouré. Parce que soi-même, on n'arrive pas et souvent, on part. Les peurs reviennent vite et c'est important des fois de poser les choses. Et puis d'y aller surtout petit pas par petit pas, de ne pas faire de plan sur la comète. Finalement, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc faire ce qu'on a envie. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée à l'époque, c'était avec ma psy elle me disait, tant que tu sais pas, en fait, tant que tu es perdu à penser, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier et que ça tourne dans ta tête, et en fait, fais ce que tu aimes au quotidien. Et moi, par exemple, j'adore la danse et je me suis remis à danser, à faire des choses comme ça parce que je partais aussi vers la dépression, en fait. Donc, du coup, faire des choses qui me plaisaient et petit à petit, ça m'a permis de sentir ce qui me plaisait vraiment et de vraiment réussir. Mais l'accompagnement, il me paraît indispensable. Ouais. Oui, parce que d'avoir repris de la danse, finalement, ça t'a redonné un gain d'énergie aussi, je pense. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est quelque chose que tu aimais, c'est quelque chose qui te plaisait de faire. Et du coup, cette énergie, je pense que ça t'a aidé après pour ton projet. Complètement.
Donc, ouais, c'est important. Faites ce que vous aimez faire. Si c'est juste aller vous balader à la C'est ça. plage ou dans les bois, enfin, peu importe, mais faites ce que vous aimez Oui. au quotidien, si vous pouvez, bien sûr. Hein. Mais Oui. ouais, c'est important de Oui. préciser aussi. Donc, on est sur le podcast Puissante et libre. Et donc, c'est à ton tour, Céline, de nous donner ta définition, justement, d'être puissante et libre. Alors, être puissante et libre, pour moi, c'est justement savoir aussi montrer toute sa vulnérabilité. C'est être doux avec soi-même et pouvoir poser ses limites en même temps et vraiment avancer vers ce qu'on a envie, sans porter peut-être attention à tout ce qu'on nous demande dans la société, mais vraiment faire ce qu'on a envie. Voilà, alors forcément dans la mesure du possible, petit pas par petit pas, mais voilà, ne pas se mettre des barrières, ne pas se rajouter des barrières et vraiment montrer sa vulnérabilité aux gens. Souvent après, ça permet de se déposer et justement de sentir qu'à l'intérieur, en fait, on est puissant. Super. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette interview, quelque chose peut-être que tu n'aurais pas dit, quelque chose que tu aimerais dire, ou est-ce que tu penses pour toi, tu as sorti les mots que tu voulais sortir lors de cette interview pour clôturer? Eh bien, écoute, je pense que j'ai sorti tout ce que je voulais. Je ne vois pas trop autre chose. Ok. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir, de sortir de ta zone de confort parce que c'est pas évident. Même si on n'est pas en direct, bah voilà, ça reste un exercice pas évident. Donc vraiment, merci beaucoup à toi d'être venu à la maison. Et là, donc, je vais m'adresser donc aux femmes qui nous regardent. Donc, si toi aussi, tu veux partager ton parcours de reconversion, que ce soit dans le salariat ou de l'entrepreneuriat, tu peux me contacter directement sur Instagram. Tu verras le lien juste en bas. Et si à l'inverse, tu te sens complètement perdu dans ta vie pro, que tu ne sais pas par où commencer, tu peux aussi me contacter. J'ai créé une méthode unique, le pack des clics pro, et puis tu peux me contacter pour savoir tout simplement si c'est fait pour toi ou pas. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé, écouté cet épisode. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt. Bientôt. À bientôt.